je me souviens très très bien du 25 avril. Nous habitions à Vienne, en Autriche, et mes parents étaient très jeunes. Et ce jour-là, je me suis réveillée et mes parents, littéralement, sautaient de joie dans le salon. Et, on a vite compris que quelque chose de très important s'était passé, que même un tournant était arrivé à ce moment-là, mais vraiment ça s'est manifesté par une joie, mais une joie tellement importante qu'on a tout de suite pris conscience que c'était un basculement. On était quand même, alors dans les parallèles avec l'histoire française, on était dans un épisode de décolonisation. Alors d'ailleurs le MFA on avait fait un axe démocratie, décolonisation, développement. Voilà, c'était les trois mots du MFA qui étaient, je trouvais ça d'une force considérable. Et en fait, la Révolution portugaise, c'était le produit de la décolonisation qui n'avait pas eu lieu. Le Portugal était malade de cette multitude de colonies qui pourrissaient la jeunesse, qui pourrissaient tout, quoi, et qui empêchaient développement, intégration européenne, etc. Enfin, c'était évidemment ça le problème. Même Spinoza, je me souviens, avait reconnu que c'était effectivement le problème principal du Portugal. Assez vite, j'ai voulu raconter l'histoire du 25 avril à travers les capitaines, parce que justement les capitaines échappaient au bloc. Leur action était vraiment une action de conscience. Moi, j'étais toujours très frappé par cet effet de contraste entre nos militaires coloniaux et les militaires coloniaux portugais. Alors en plus, il y avait beaucoup d'intellectuels chez ces officiers, ce qui était par ailleurs surprenant dans les discussions. Je sais pas, Mel Antunes était quelqu'un de... On était étonnés de trouver quelqu'un comme ça, hein, voilà, mais il y avait des capitaines qui étaient mais très ouverts, on comprenait que l'histoire, ces gens qui avaient rejoint la coloniale, soit ils y avaient été forcés, soit c'était un choix pour échapper à d'autres choses, quoi. Donc voilà, donc je l'ai trouvé naturellement sympathique, mais l'originalité du Portugal, c'était ça. C'était que, et ce qui montrait bien que le problème central du Portugal, c'était les colonies. Donc, et la décolonisation, puisque le moteur de la colonisation, c'est lui qui se révoltait. Donc, ça ouvrait totalement voilà, la décolonisation de manière accélérée. Ces militaires du 25 avril ils étaient très intéressants parce que finalement, bon, ils avaient été dans la guerre coloniale en Angola, tout ça, mais en même temps, ils étaient des patriotes enfin, il y en avait qui étaient prêts à être corrompus, je dirais. Il y en avait d'autres qui étaient des patriotes. Il y avait des intérêts de personnes. C'était quelque chose de plein de nuances qui reflétait me semble-t-il, les tiraillements de la société portugaise à l'époque. Et c'est ça qu'on pouvait sentir à leur contact. Évidemment, ça surprenait à l'époque et ça créait même un certain rejet qu'une femme, une jeune femme, une actrice, parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur les capacités cérébrales des actrices, veuille s'attaquer à
à ce thème qui était supposé appartenir à une génération et pas à l'autre. Et donc, en réalité, ça a été 13 ans d'obstination où on a présenté et représenté le projet, toujours avec évidemment des modifications. Ça s'étoffait, je faisais plus de lectures, je faisais plus d'interviews. Et puis aussi une coproduction européenne se montait. C'est d'ailleurs, je suis très reconnaissante à la France parce que c'est vraiment par la production française, JBA de Jacques Bidou, qui a pris en main le projet et ça a été aussi déterminant pour que le Portugal s'engage et puis l'Espagne et puis l'Italie aussi. Parce que pour moi, c'était très important de raconter cette révolution, non seulement comme un grand événement portugais, mais quelque chose d'européen et même de mondial, et ça le reste en fait. Alors, ceux qui étaient vraiment toujours de mon côté, ça a été les Capitaines d'Avril, et je leur suis extrêmement reconnaissante, mais l'association 25 avril, Vasco Lourenço, enfin tous les capitaines étaient toujours avec moi. Ils n'ont jamais questionné la légitimité de mon projet. Ça ne leur importait pas du tout que je sois une femme, que je sois jeune, que je vienne du cinéma, etc. Vraiment, ils ont fait preuve d'aucun préjugé et ils ont soutenu le film toujours. Moi, je l'ai fouiné dans tous les meetings, aller écouter Alvaro Cunha, Sacarneiro, Raúl Rego, c'était quelqu'un de merveilleux, Raúl Rego. J'ai envie de parler de ce 50e anniversaire de la Révolution des œillets comme si j'étais un contemporain, comme si elle se déroulait sous nos yeux, parce que il y a 50 ans, j'en ai été le témoin. Pas au cœur, pas au Portugal, mais depuis la France, j'ai suivi, comme d'autres d'ailleurs, avec un intérêt passionné, ce qui se passait au Portugal. Sans doute parce que nous avions de l'amitié et du respect pour les Portugais qui étaient à l'époque très nombreux en France à travailler, sans parler de ceux qui étaient réfugiés, comme Mario Soares et d'autres, mais aussi parce que les événements qui se déroulaient avaient une telle puissance que cela nous fascinait en quelque sorte. Et puis vous savez bien que le mythe ou le thème de la Révolution à l'époque était encore très fort en France. Après tout, nous avons multiplié les révolutions dans notre histoire, 1789, 1793, 1830, 1848, les grandes révolutions européennes de 1848, la Commune de Paris en 1871. Et puis, mai 68 n'était pas loin. Et donc, essayer de comprendre cette révolution était pour nous véritablement un enjeu, d'autant qu'elle était très originale, cette révolution. Elle était née par un coup de force de jeunes militaires progressistes, des capitaines, alors que nous avions dans notre schéma de gauche française plutôt, quand les militaires interviennent, c'est plutôt pour confisquer et pour prendre le pouvoir politique, je veux dire, pas quand ils font leur métier. C'est plutôt pour installer des régimes autoritaires que pour faire tomber des régimes. C'était un moment c'était un moment de tension en France entre le PS de Mitterrand et le PC. Donc il y a l'union de la gauche, mais il y a une tension. Cette tension est exacerbée, paradoxalement, pas par le Portugal au départ, mais par Solzhenitsyn. Il y a une tension qui se développe, qui va devenir très forte d'ailleurs. Le Portugal se rajoute. C'est les conflits entre Soares et Cunha, oui, ils rejaillissent un peu, mais... Républicain aussi, non? Alors, évidemment, républicain. Mais,
La Repubblica, c'était en plus un truc, c'était une vieille idée bolchevique. C'est vraiment bolchevique. Ils ont fait la même chose. Ils avaient fait la même chose en Russie. Le mouvement spartakiste à Berlin a fait absolument la même chose à Berlin, d'occuper les journaux. Voilà, donc c'était un peu différent, quoi. Il y a un décalage. Voilà, mais il y avait de la tension, mais ça a nourri cette tension, mais c'est pas la cause. Voilà, ça a aggravé les choses, mais c'était de toute façon, ça y est, il ne faut jamais oublier, François Mitterrand signe le programme commun. Le lendemain, il va à l'Internationale socialiste. Donc tous les partis sociodémocrates européens lui disent « Mais vous êtes fou, quoi ?» Il dit « Non, je vais les réduire à 10%. » Ce qu'il a fait. Donc, d'une certaine manière, il le disait publiquement. Alors, la Repubblica, ça a aidé. Solzhenitsyn, ça a aidé, mais je pense que Solzhenitsyn a été plus important que finalement la Repubblica. La gauche française va être fascinée, passionnée par la Révolution portugaise et elle va elle-même soutenir des forces à l'intérieur. Le PC va soutenir le Parti communiste portugais, qui est un parti qui est resté très orthodoxe, courageux, vaillant sous la dictature. Certains disent même encore stalinien, si vous voulez. Est-ce que ça va être des forces révolutionnaires autoproclamées, faites de militants sans doute fervents, mais qui obtiendront très peu de votes quand il s'agira de voter, si vous voulez? Est-ce que c'est le Parti socialiste de Mario Soares qui est plus faible que le Parti communiste, qui est traversé d'opinions différentes, mais qui va tout d'un coup se charger d'un apport de militants absolument considérable, qui va se compter par dizaines et par dizaines de milliers, et qui va avoir aussi des suffrages populaires. Et donc, ce débat, il va avoir lieu non seulement au sein de la gauche, mais il va avoir lieu aussi au sein du PS. Disons que la majorité du PS, et la grande majorité du PS autour de François Mitterrand, je suis de ceux-là, va soutenir le Parti socialiste, le parti de Mario Soares, pas seulement parce que c'est le parti frère, membre de l'Internationale socialiste depuis qu'il s'est recréé, pas seulement parce que nous connaissons bien Mario Soares qui était exilé en France et que nous avons fréquenté et admiré quand il était encore dans l'opposition et exilé, mais aussi parce qu'il nous paraît que la voie qu'il préconise, celle de la réforme sociale, mais aussi du rétablissement complet des libertés et du respect du suffrage universel, qui fait du peuple l'arbitre des conflits, cette voie nous paraît être la plus protectrice pour la Révolution portugaise, finalement. Bon, j'étais directeur de l'IB. Le Portugal a été un moment important à la création du journal. Parce que 1974, on est l'année d'après, Libération commence en 1973, mais on est en 1974. Il y a eu plusieurs démarrages du journal. Donc j'ai eu envie, en tant que directeur, d'en faire un objet un peu emblématique pour le journal, à la fois pour l'équipe. Il y a beaucoup de gens qui sont allés au Portugal de Libération, pour l'équipe et pour les lecteurs. Donc voilà, c'était un statut particulier, mais je ne connaissais personne au démarrage.
Alors que c'est vraiment un hasard, puisque le nombre d'insoumis portugais qu'il y avait en France avait été et restait considérable. Ce qui était très drôle, c'est aussi comment cette atmosphère révolutionnaire envahissait tous les espaces. Par exemple, au lycée, à l'école, il y avait les fils des révolutionnaires, des intellectuels, il y a les enfants des réactionnaires. Et quand les enfants jouaient, on pouvait s'insulter de capitalistes, communistes, on était des enfants minuscules, mais le langage politique avait envahi vraiment toutes les sphères et les sphères de l'enfance et des jeux d'enfants aussi. On a envoyé beaucoup de journalistes. Il y avait un garçon qui s'appelait Audibert, qui était là-bas. José Garçon est allé là-bas. Dans cette période-là, j'y vais fin du printemps, c'est-à-dire mai-juin. Voilà. Pas en avril, pas avril-mai, c'est plutôt même juin. Voilà. J'y vais juin pour la première fois. J'y vais plusieurs fois pendant l'été. Je passe une partie de l'hiver là-bas, avec ma femme d'ailleurs, qui s'occupait beaucoup de choses féministes, les crèches, l'IVG. Donc il y avait un mouvement là aussi qui était... voilà. Et puis j'y retourne. J'y suis allé de nombreuses fois. J'ai calculé que j'avais dû passer 8 mois au Portugal. Au Portugal, l'ambassade était toute petite. Il y avait l'ancien chef du protocole de Gaulle, Bernard Durand. Il y avait l'ambassadeur, il devait y avoir un conseiller. Et puis tout le reste, c'est du personnel contractuel. Donc ils étaient avec brusquement une activité politique intense, ils étaient complètement débordés. Donc moi, on me faisait faire des tas de choses qu'un stagiaire normalement n'aurait pas fait. J'ai eu beaucoup de chance. Il avait envie d'y aller. Alors ça, c'est très Sartre. Il avait envie d'aller au Portugal. Voilà, de le voir de près. Alors, il y avait malentendu parce que je me souviens, on est allé à l'académie militaire, donc Sartre en tribune. Voilà. Et Sartre, il avait qu'une envie, indépendamment des problèmes de santé qu'il avait, qui jouent un rôle, mais il avait envie de les écouter. Mais voilà, c'était un peu malentendu, puisqu'ils attendaient quelque chose et il n'était pas en situation de leur donner. Donc il était content d'être là, mais voilà, c'était... alors j'ai fait ces photos... alors je trouvais drôle d'avoir Sartre face à un blindé, un véhicule de transport de troupes. Et puis cette réunion là avec les capitaines, qui reproduit tout à fait ce que j'explique, c'est-à-dire le fait qu'ils sont tous tournés vers sa parole. Et lui, il n'est pas à son top. Moi, j'habitais à la pension York House, qui est Rua das Janelas Verdes. Et alors, c'était sympathique. Les femmes de chambre chantaient Grandola, Villa Morena. Vous savez, des chansons de la Révolution. Puis à l'ambassade, on entrait, c'était une sorte de calme feutré, mais l'ambassadeur ramait tant qu'il pouvait c'était un homme consciencieux, plutôt sympathique. Et donc il avait compris qu'il se passait quelque chose de grand. Et je me souviens, le grand dîner, je peux en parler dans mon rapport de stage, où il avait invité Mario Soares. Alors toute la table était couverte d'œillères, c'était très joli. pour
pour accueillir ce Reich. Il faisait ce qu'il pouvait pour suivre l'actualité politique. Après, j'ai passé tout l'été dans l'Alentejo. Donc dans les occupations de Latifundia. J'ai accompagné, quand on a fait le film dans l'Alentejo. Alors on s'était lié avec une équipe allemande de la télévision allemande, qui était une équipe complète. Il y avait un preneur de son, il y avait un caméraman, il y avait un metteur en scène. C'était à la fois des latifundia, donc des grandes entreprises, et en même temps cette foule qui était une foule dominée, et qui faisait un geste, je parlais de transgression tout à l'heure, mais absolument même d'entrer à l'intérieur de la maison était un geste, et c'était très impressionnant, quoi. Ça m'a beaucoup frappé. On l'a dans le film d'ailleurs. On a filmé tout ça et c'était très impressionnant. Moi, j'avais plutôt de sympathie pour la Révolution. C'est pour ça que j'avais voulu aller au Portugal. Et donc, oui, c'était plutôt de l'enthousiasme. Mais le plus étonnant pour moi, ça a été... J'étais tellement intéressé qu'en 75, pour le 25 avril 75, il y avait des petites vacances. Je sais plus, j'avais des vacances de Pâques, peu importe. En tous les cas, j'ai pris un billet d'avion pour aller au Portugal pour voir l'anniversaire. Et l'élection. Et l'élection. Et alors je me suis retrouvé, non mais j'étais juste 3-4 jours. Et alors il y avait une grande manifestation au stade je sais plus, du 1er mai, c'est ça. Et alors moi j'arrive au Portugal, et puis, mais je suis venu pour 3 jours, hein, 3 ou 4 jours. Et j'avais retenu à York House. Et puis, mais quand même, je dis, je vais aller sonner à l'ambassadeur. J'avais pas prévenu l'ambassadeur. Puis je suis allé sonner à l'ambassade quand même pour dire bonjour. Il me dit, ah mais non, cher ami, vous logez à l'ambassade, etc. Et alors je loge à l'ambassade. Et puis l'ambassadeur me dit, mais faites attention parce qu'en ce moment c'est très, très agité, soyez prudents. Enfin, bon, il y a le musée qui est à côté, là, des Beaux-Arts, où il y a le magnifique tableau de Jérôme Bosch. Allez là, enfin, faites très attention. Moi, évidemment, j'ai foncé à la grande manifestation. Je suis rentré dans le stade, je me souviens, j'étais au milieu d'une délégation d'ouvriers de Setúbal. Il y avait des hélicoptères qui nous bombardaient d'œillets, hélicoptères de l'armée. J'étais comme Fabrice à la bataille de Waterloo. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est un pays qui est une transition vers la démocratie européenne. Et entrer dans le rang, quoi. Bon. Et tout ça c'est un groupe de militaires qui ont permis ça. C'est ça, moi, que je trouve d'une originalité. Ça se passe nulle part comme ça. Nulle part, ça s'est passé. C'est pas passé comme ça en Grèce. C'est pas passé comme ça en Espagne. Ça a été une belle révolution, une révolution qui ne dévore pas ses enfants.